Les pistonnés, votre rendez-vous F1 après chaque week-end de Grand Prix. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle aujourd'hui qu'on peut vous annoncer, c'est que la formule a un petit peu évolué. Exit, bien sûr, Auto Plus TV, ça c'est terminé déjà l'aventure en télé pour nous, ça aurait été court. Mais bien sûr, très très intense. C'est un peu notre rich energy à nous, on peut le dire, Auto Plus. Mais regardez les nouveaux programmes, nouveaux rendez-vous bien sûr à retrouver, puisque nous serons le samedi après les qualifications en direct sur Winamax, toutes les semaines bien sûr à partir de 19h. Et puis on se retrouvera dès le lundi pour un débrief sur les antennes de la First Team Sport sur YouTube. Et le mercredi, le magazine complet avec l'interview et bien sûr le débat. Le plateau, vous venez de le découvrir, chers amis, pour cette toute nouvelle émission. Et quelle joie d'accueillir Tic et Tac, monsieur Hamza Rahmani et Brice Germain qui sont avec nous. Salut les gars, comment ça va? C'est à moi de commencer. Non, ça va très très bien. Je dirais un duel de cow-boys là. Quand vous regardez comme ça tous les deux, que vous dites rien, je me dis qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on a un arbitre de luxe aujourd'hui, c'est pour ça. Mais non, ça va très très bien. Hamza, ça va quoi? Ça va. La forme, impeccable. Ils sont un peu muets, un petit peu diesel aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir monsieur Théo Pourchère, pilote F2 du côté de chez Art. Comment vas-tu Théo? Ça va très bien. Super, ça fait 2 ans que tu étais venu pour la première fois sur ce plateau. Alors ce qui est fou, c'est que la dernière fois que Théo est venu, le Covid n'existait pas, on ne portait pas de masque, on ne devait pas être vacciné, on ne se testait pas avec des cotons-tiges dans le nez. Depuis, la vie a bien changé et toi aussi, tu as bien évolué dans ta carrière Théo. Oui, bien sûr. Bon, après, on va dire 1 million de tests Covid pour les courses. J'ai grandi et puis tout s'est bien passé. Je suis en F2 maintenant, donc ça avance bien. Tu es en pause, on peut le dire, oui, tu es en pause depuis déjà maintenant quelques semaines. La saison de F2, elle est un petit peu particulière. À chaque fois, tu as 1 mois, 2 mois entre chaque week-end de compétition, quoi. C'est ça, voilà. Là, j'ai une pause de 2 mois jusqu'à Jeddah et Abu Dhabi. Donc c'est long, mais bon, voilà, j'en profite pour passer ici, pour faire d'autres interviews, pour faire des choses que je peux pas faire normalement en temps normal pendant la saison. Donc, genre les nuits parisiennes, par exemple. Faut pas le dire, ça. Faut pas le dire. Ça reste secret. Allez, regarde tout de suite le sommaire de cette nouvelle émission, je vous l'ai dit, avec le grand débrief de ce. Alors, c'est pas le Grand Prix de Russie, c'était bien le Grand Prix de Turquie. Et Verstappen qui reprend la tête, bien sûr, du championnat. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à un décryptage, une interview autour de Théo Pourchère. 3 thèmes, une question à chaque fois. Et Théo devra nous répondre avec le plus de sincérité et de vérité possible, on l'espère. Le débat, est-ce que l'ascenseur est bloqué entre la F2 et la F1? On s'appuiera sur l'expérience, bien sûr, de Théo. Et puis un quiz spécial F2, les amis. J'espère que vous avez bien révisé ce dimanche. Commencer un lundi avec un quiz spécial F2, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais, c'est toujours un petit peu bâtard. Je vous le concède, bien évidemment. Allez, les amis, on lance cette nouvelle émission des Pistonnés tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Turquie. Le Grand Prix de Turquie était la 16e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Je propose qu'on regarde tout de suite le résultat avec la 10e victoire de Valtteri Bottas en carrière. Le 12e podium cette saison pour Verstappen qui reprend la tête du championnat et qui profite de la 5e place de Lewis Hamilton. Perez 3e attendait de monter sur la boîte depuis 8 courses. À noter les 4e et 8e places de Ferrari qui domine McLaren et qui marque bien sûr McLaren 6 petits points grâce à Norris. Lance Stroll et Esteban Ocon offrent des points à leur équipe. Ceci nous emmène tout naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix d'Istanbul, Grand Prix de Turquie qui se tenait à Istanbul. Premier enseignement, la course au titre. On est à l'épisode 16. Qu'y a-t-il de nouveau? Je vous le disais, Max Verstappen a repris la tête. Bottas, Perez, des fidèles lieutenants. En tout cas, au rendez-vous ce week-end, ce n'a pas toujours été le cas. Alors on insiste, on se fait plaisir avec cette idée. L'automne des belles promesses pour Ferrari qui nous a offert un sacré week-end. Et puis, que retenir à l'inverse du week-end du côté des Français d'Alpine? Ça a été compliqué pour Fernando Alonso, ça a été un petit peu mieux pour Esteban Ocon au prix d'un coup de poker absolument formidable, mais nous on fonce tout de suite sur la course au titre qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de cette saison 2021, déjà presque historique on peut le dire. Max Verstappen qui a repris la tête pour 6 petits points devant Lewis Hamilton. Il ne pouvait pas faire mieux ce week-end puisqu'on le rappelle, les Mercedes avaient un bien meilleur rythme que les Red Bull, parfaite maîtrise en piste. Il a même poussé Valtteri Bottas, on va le dire, sur sa stratégie, en tout cas poussé à s'accorder sur la stratégie de Verstappen.
Verstappen. Et puis, je vous le disais, c'est 6 petits points d'avance au championnat. Dans un deuxième temps, on évoquera aussi, bien sûr, Lewis Hamilton et Mercedes un peu sous tension. Il y a eu le changement de moteur à combustion qui a entraîné une pénalité de 10 places sur la grille. Une remontée ralentie par la famille Red Bull, Tsunoda et notamment Sergio Perez qui ont bien fait leur travail. Et puis, cette question que je vais vous poser surtout, devait-il s'arrêter Lewis Hamilton? On fonce, je vous le disais, plutôt sur le cas Max Verstappen déjà, parce qu'il a repris la tête. Théo, je sais que tu le connais un petit peu, ce Max Verstappen. Comment déjà tu vois cette lutte au titre? Est-ce qu'il t'a impressionné, le Néerlandais, ce week-end? Ouais, les deux sont vraiment impressionnants. Pour moi, Hamilton et Verstappen, ils sont vraiment incroyables. Ils font très peu d'erreurs. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas combien il y a de points, 6 points d'écart. 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est très peu. 6 courses, voilà, il reste 6 courses, ça va être impressionnant. Les deux, pour moi, c'est des légendes. Là, ça va être incroyable. La fin de championnat va vraiment être belle. On a l'impression, on dit souvent en tout cas que Max Verstappen, plus l'échéance approche, plus il se calme. Est-ce que tu as eu la sensation quand tu l'as croisé dans cette année 2021 qu'il était un petit peu plus calme que les années précédentes? Honnêtement, je sais pas. Voilà, pour moi, Max Verstappen, il n'est pas connu pour être très calme, pour être honnête. Après, voilà, il est sérieux quand même. Il progresse, forcément, il progresse. En face de lui, il a 7 fois champion du monde. Donc, Hamilton, il fera très peu d'erreurs jusqu'à la fin de saison. Et ça va jouer à des détails. Donc, ouais, il faut qu'ils restent concentrés, les deux. Impressionné par le week-end de Max Verstappen, les gars? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de voir en Verstappen sur ses 2 derniers Grands Prix un peu ce qu'on voyait avec Hamilton ces dernières saisons, dans le sens où il n'avait pas la meilleure voiture ce week-end. Il partait de très loin à Sochi, et mine de rien, il fait plus que de limiter la casse à Sochi. Et là, il prend de gros points à Lewis Hamilton, tout en sachant qu'il n'avait pas la meilleure voiture. Et pourtant, il va quand même prendre la 2e place, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Et il maximise les résultats, ou en tout cas le potentiel de sa voiture sur ces 2 courses. Il y a un écart assez grand de vision des résultats de Max Verstappen. Il y a 3 mois, une 2e place le faisait bouder sur le podium. Et là, ça fait quand même 2 Grands Prix qu'il affiche un énorme sourire après avoir fini 2e. Moi, je trouve que Max Verstappen fait le boulot et plus que bien. En tout cas sur cette course-là et sur la course d'avant. Par contre, le rythme de Red Bull devient inquiétant pour la course au titre. Dans un circuit qu'on annonçait typé Red Bull, ils se sont quand même fait manger, et manger sévèrement. Il était aucunement à l'attaque possible de Valtteri Bottas, alors qu'on sait quand même qu'à matériel égal, Max Verstappen est souvent devant Valtteri Bottas. Donc, oui, je suis inquiet pour la suite de la saison, parce que s'il y a un circuit qui était typé Red Bull, c'était quand même celui-là. Mais bon, on a bien vu qu'avec les circuits typés Mercedes, Red Bull faisait des résultats aussi. Donc la course est passionnante, mais est-ce qu'elle sera à armes égales? J'ai l'impression que Mercedes a quand même fait son retard. C'est vrai que la surprise, c'est que ça fait quelques semaines que Red Bull manque de rythme par rapport à cette Mercedes. On attendait bien sûr Red Bull un petit peu mieux ce week-end. Red Bull qui a été complètement dominé. Alors c'est vrai qu'en essai libre, on s'est même demandé s'il n'y avait pas une stratégie un petit peu de bluff du côté des Autrichiens. Non, finalement, Mercedes avait bien la meilleure voiture. Mercedes, on en parle tout de suite avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a-t-il déjoué, les amis? C'est la grande question que j'ai envie de vous poser, parce qu'il y a cette stratégie de fin de course qui a été quand même un petit peu spéciale, et cette passe d'armes aussi également dans les médias à l'arrivée de cette course. Regardez cet échange entre Lewis Hamilton et Toto Wolff, justement, une fois descendu de la voiture. Hamilton qui a dit dans un premier temps: si Ocon l'a fait, alors moi aussi j'aurais pu le faire, je sentais que je devais rester en piste, c'est mon instinct qui me parlait, et je suis frustré d'avoir fait l'erreur de ne pas l'avoir suivi. J'avais du mal, j'avais une faible adhérence, mais je n'avais pas un si mauvais rythme, je perdais la performance face au gars derrière, mais ça aurait pu tenir selon moi. Réponse au vitriol de Toto Wolff dans la foulée: c'est notre équipe et pas son équipe. Nous pensions pouvoir finir 3e sans nous arrêter. Si une trajectoire sèche arrivait, on aurait pu passer les pneus tendres. Et puis, on a vu Leclerc s'effondrer, Lewis perdre en performance. Donc, il était clair qu'il n'irait pas au bout. La bonne décision aurait été d'être très conservateur et de s'arrêter quand tout le monde l'a fait. Hamilton, les amis, a-t-il déjoué? Aurait-il dû s'arrêter plus tôt, comme le voulait en tout cas Toto Wolff? Et comme d'ailleurs l'a dit Christian Horner, j'imagine pour mettre un peu de pression sur Mercedes. Ton avis, Théo, un petit peu sur cette fin de course mal maîtrisée, on peut le dire, du côté de Mercedes Hamilton? Ouais, il y a Hamilton, il y a Leclerc aussi, je pense. C'est dur quand même de prendre une décision à ce moment-là. Pour moi, tenter de rester jusqu'au bout, c'était très risqué. Après, c'est un championnat du monde qui va jouer peut-être à 1 ou 2 points. Et prendre des risques, c'est aussi important. Et bon, là, malheureusement, c'est pas une grave erreur. Il fait 5e de la course, donc il pouvait faire bien pire. Mais bon, ça peut se discuter, c'est sûr, et il pouvait peut-être le tenter. Si on se met dans le prisme de Lewis Hamilton, le prisme de Lewis Hamilton, c'est juste: je fais la bataille avec un seul mec qui s'appelle Max Verstappen, le reste, je m'en fous. Bien d'accord. À partir de là, il voit qu'il ne remonte pas. Donc,
dans sa tête, c'est forcément l'obligation de tenter quelque chose de différent, puisque sinon, il ne remontera pas assez. Il terminera à cette 5e place s'il fait la même stratégie que tout le monde. Donc du coup, l'envie de tenter quelque chose, elle est légitime. Par contre, l'envie de tenter quelque chose sans prendre en compte les paramètres autour qu'on commençait à voir, et du coup, agir à réaction, là, on peut dire que c'est un symptôme quand même d'une certaine fébrilité dans le duo Mercedes-Hamilton, en tout cas sur ce Grand Prix-là. On ne peut pas reprocher le call à Mercedes parce que quand ils tentent et que ça marche, on les glorifie. Bien sûr. Et c'est donc aussi qu'on accepte qu'ils peuvent tenter et que ça ne fonctionne pas. Néanmoins, là, je trouve qu'ils ont fait preuve vraiment d'une vision à entonnoir sur Max Verstappen et que pour le coup, ça leur a vachement desservi parce qu'avec l'arrêt, il aurait pu finir 3e. Je suis assez partagé parce qu'à partir du moment où tu commences à faire confiance à Lewis Hamilton, en lui permettant finalement de prolonger son relais et de ne pas lui ordonner de rentrer, suis-le jusqu'au bout. Suis-le jusqu'au bout parce que effectivement, moi, alors j'écoutais les commentaires, je regardais le Grand Prix sur la F1 TV avec les commentaires de la Sky. Et sur la Sky, il y a Jenson Button qui était le consultant. Jenson Button, il était en cabine, il avait peut-être son petit café. Lui, avant même l'arrêt de Lewis Hamilton et avant même qu'on commence à se poser la question, il avait planifié ce qui allait se passer. Si Hamilton entre au stand trop tard, du graining, surchauffe, et du coup, tu te retrouves en difficulté, tu vas perdre du rythme, tu vas rouler moins vite qu'avec des pneumatiques intermédiaires usés. Lui, il le sait, et Jenson Button, il a quand même l'expérience, c'est un pilote quand même plutôt très très bon sous la pluie, il a l'expérience, fait confiance au ressenti des pilotes. Les paramètres extérieurs, comme à Sochi, on les voit, hein, les pneus en même temps, excuse-moi, je le dis. Les pneus d'Hamilton, que Hamilton est venu voir à la fin de la course pour justement se rendre compte de la dégradation. Lewis Hamilton à Sochi, il peut pas connaître le paramètre extérieur, en l'occurrence l'arrivée d'une nouvelle averse. Donc là, tu fais confiance à ton équipe et forcément, tu suis ton équipe parce que l'équipe sait ce que toi, tu ne sais pas. Et là, en l'occurrence, suis ton pilote, c'est lui qui a le ressenti, c'est lui qui pilote. Si lui te dit ça peut tenir, ça tient. S'il perd le titre à cause de ça, il perdra le titre à cause de ça. Mais encore une fois, on est obligé de constater que Lewis Hamilton, qu'on le veuille ou non, il se trompe rarement. Et la saison dernière en Turquie, il ne s'arrête pas en fin de course, il tient ses pneus et il gagne la course. Tu l'as très bien dit. Justement, Théo, quand tu vois l'image de ce pneu-là, qui était juste derrière moi, est-ce que c'est possible de conduire dans ces conditions-là? Il reste rien sur ce pneu, c'est un slick, là, quasiment. Ouais, c'est très dangereux, c'est très limite. Mais après, je pense que voilà, Hamza, il l'a très bien dit. Pour moi, le pilote, c'est lui qui conduit la voiture à la fin. C'est pas les ingénieurs, c'est pas les mécaniciens. Là, tu défends ta cause, là. Non, mais Tu vois, quand on a écouté son ingé, c'est logique. Non, mais C'est logique. honnêtement, c'est un travail d'équipe, il faut écouter tout le monde. Mais à la fin, quand même, le pilote, c'est celui qui est dans la voiture et qui ressent tout. Donc moi, je pense que si lui, il sentait qu'il pouvait le faire, pourquoi l'avoir arrêté, quoi. Mais à quel degré, en fait, l'importance de ressentir prend le pas sur la lucidité que tu peux avoir Norris, sur par un exemple, muret. il y a 15 jours, sentait qu'il pouvait continuer Mais là, il y a un en paramètre, sec. c'est ce que je disais, il y a un paramètre extérieur. Météo, là, il n'y a t'as pas de raison. paramètre extérieur, parce qu'en l'occurrence, la pluie ne devait pas Si, encore il y a- arriver. Il y a un tarmac quand même qui est pas très particulier. Oui, mais le tarmac pas particulier, c'est Lewis Hamilton, il a fait, je sais pas, 40 ou 50 tours dessus. Bah, en mais course, tu connais avec les ces Pirelli conditions. et leur imprévisibilité. Si je veux dire, ça aurait pu péter à tout moment. Et quand tu vois la corde sur laquelle est Esteban Ocon, certes, Ça a tenu. ça a tenu. Et Lewis Ça a tenu. Hamilton, Après, en le plus, tient rythme, mieux ses après gants. on est d'accord que le rythme d'Esteban Ocon, si on parle d'Esteban Ocon, celui de Charles Leclerc, effectivement, tu perdais peut-être une seconde au tour. Alors Esteban Ocon à la fin, sur les 7 derniers tours, Ocon il perd 20 secondes sur Giovinazzi. Ouais. C'est ça, sur les les 7 trois derniers derniers Heureusement tours. d'ailleurs les qu'il finit sept- un les tour, sept derniers sinon tours. il perd la place. Mais il faut savoir. Encore une fois, le pilote, il a son ressenti. Si lui pense que tu le suis. En l'occurrence, avec tous les On est titres tombé qu'il sur a Norris. engrangé Mercedes, Et par Mais quand- extérieur. Quand tu vois ce tu pneu, m'écoutes pas. quand tu vois les traces C'est sur ce pneu, Franck Montagny le disait hier, il disait c'est quand même un risque énorme de crevaison, etc., etc. Et si jamais il crève, est-ce que là la Ouais, c'est lui qui conséquence le elle est prend, pas ouais. plus importante au championnat du monde? Alors tu me diras avec des si on peut refaire le monde. Et le pire, franchement, là j'ai tous les chronos de Lewis Hamilton, honnêtement, sincèrement, à part sur ces 2-3 derniers tours où il perdait une demi-seconde, une seconde par rapport au mec derrière, il roulait quasiment sur le même rythme. Bien sûr. Et au moment où il y avait la surchauffe, alors il a fait ce paramètre de graining et la surchauffe pour les nouveaux pneus de Verstappen, de Perez, il roulait plus vite que ces pilotes-là. C'est vrai qu'en gestion À de partir gomme, du moment où il restait quoi, 7-8 tours, au moment où Lewis Hamilton entre au stand, tu sais que tu vas devoir passer par cette phase-là. À ce moment-là, c'est déjà trop tard. Alors la radio te dit oui, mais on est en train de protéger la position par rapport à Gasly. bah, c'est déjà un aveu d'échec. Enfin, c'est déjà un aveu d'échec de se dire qu'on préfère Bah non, sécuriser dans une 5e place que Dans d'essayer ces cas-là, d'aller chercher une 3e. Dans ces cas-là, laisse-le aller au bout de son erreur et ça se trouve peut-être que tu auras une bonne surprise. Ah, mais c'est un Peut-être qu'à la fin, 25-0, mais c'est un peut-être qu'à la fin, effectivement, il termine derrière Pierre Gasly et on ne le saura jamais de toute façon. Mais moi, sur ce type de situation, je suis plutôt d'avis, faites confiance au pilote. Il faut quand même souligner que si Hamilton a déjoué,
c'est parce qu'on a eu un Tsunoda et un Pérez qui ont empêché cette remontée, parce que je pense que jamais, en fait, ils ne s'alignent pas sur les stratégies de Bottas et de Verstappen s'ils remontent de la façon dont ça se passe avec tous les autres. Tsunoda a formidablement bien défendu, et ce qu'a fait Pérez, c'est primordial à ce moment-là pour qu'en fait Mercedes se dise « Ok, on n'arrivera pas à le passer, ou alors on a du mal à le passer, il faut qu'on avise et qu'on fasse autrement. » Mais si Pérez ne défend pas autant que ça, Hamilton, il part chercher Leclerc. Il y va. Et c'est toute la philosophie de cette course-là qui change. Ce move-là, il est ultra important. Ça les a amenés à totalement déjouer sur leur stratégie. Ils finissent 5e. On en parlera dans quelques secondes de Sergio Pérez, mais effectivement, s'il n'y a pas cette bataille, Ah ouais. quand Verstappen sort des stands, il sort derrière Lewis Hamilton. Là, il y a cette bataille, il sort juste devant Lewis Hamilton. Mais justement, parlons-en tout de suite, si vous voulez, le travail des seconds couteaux. On leur est tombé dessus tout au long de cette saison 2021. Et pourtant, ça y est, les deux numéros 2 ont rempli leur tâche, en tout cas, et de fort belle manière, et en plus en même temps. Pérez qui retrouve les joies du podium. Tu l'as dit, Brice, lui qui a bien retenu Hamilton sur son premier relais. Ça a été essentiel, bien sûr, pour sécuriser la deuxième place de Verstappen. Sa bataille, bien sûr, avec Charles Leclerc, ponctué quand même aussi également par une bonne stratégie du côté de chez Red Bull. Et puis c'est son troisième podium à Sergio Pérez en 2021. Le premier depuis le Castellet. Ça faisait 8 courses qu'il attendait Sergio Pérez de remonter sur la boîte. Et puis de l'autre côté, la plus belle victoire sans doute de la carrière de Valtteri Bottas, de son propre aveu. 22 Grands Prix, 1 an et 13 jours d'attente depuis son dernier succès. C'était du côté de Sochi lors de la saison 2020. C'est le 6e vainqueur cette saison. 26 points engrangés qui protège également un petit peu plus la position bien sûr de Lewis Hamilton. Regardez ce qu'il disait Valtteri Bottas à l'arrivée de cette course. Valtteri Bottas qui revenait bien sûr le côté justement, ça faisait un moment que je n'avais pas gagné, du coup ça fait beaucoup de bien. C'est sans doute l'une des meilleures courses de ma carrière. À part cette petite glissade, j'étais maître du scénario et de la situation. La voiture était bonne dans toutes les conditions, j'avais une énorme confiance en elle. Je suis content que tout se soit bien passé pour une fois pour moi. Une course difficile, mais cela ressemble à une victoire bien méritée. Théo, je suis obligé de me retourner vers toi. Alors ton futur coéquipier en 2022 ou 2023, comment tu l'as trouvé ce week-end? Je peux pas dire si ça sera mon futur coéquipier, mais bon. C'est pas parce que tu déments quand même. Même si je viens de chercher comme ça, tu Il est déments. malin. Hein. Mais bon, il a fait une très très belle course, Valtteri. En fait, c'est bizarre. Ce pilote, je le trouve un peu bizarre parce qu'on regarde Imola cette année. Conditions similaires. Complètement. Puis c'était catastrophique, quoi. Il se battait avec Russell dans la Williams. Voilà, il y a eu l'accident. Là, il fait une course exceptionnelle. Il fait la pole, on va dire. Il fait 2e en qualif, mais bon. Et ensuite, il gagne la course. Il la domine. Donc bon. On va y revenir sur cet aspect de la pole d'ailleurs. Parce que c'est un petit extrait, une discussion qu'on a eue samedi. J'aimerais avoir ton avis, Hamza. Les gars, au-delà de la pole, Bottas surtout. On est quand même content. Moi, je sais pas, vous n'étiez pas content de votre écran hier en le voyant gagner. Il y avait une certaine émotion. C'est que ces dernières courses du côté de chez Mercedes. Il y avait une certaine émotion. On va se calmer. Non, mais une petite émotion. Non, si, non, un petit truc. Ça t'a pas titillé? toujours Tu pas. l'aimes vraiment pas alors. Non. Haters, bouh. Non, analyste. Non, en vrai, il a fait déjouer ce que tout le monde attend de lui. Parce qu'on voit la pole et personne n'y croit jamais. Et en même temps, il y a des raisons. Il y a eu plein de pôles, il y a eu plein de situations favorables de Valtteri Bottas qu'il n'a pas converti. Et là, il a fait une course parfaite, sans faute, sans machin. On aurait dit que Mercedes s'occupait de Lewis Hamilton à ce moment-là. Il y a eu une gestion très bonne de tous les côtés, en fait. Et pour le coup, il n'a pas laissé l'ombre d'une chance d'y croire à Max Verstappen. Donc, c'est le genre de course qui te font regretter que Valtteri Bottas ne se soit pas plus battu avec Lewis Hamilton durant 4 saisons. 4 ou 5 saisons, je ne sais plus. 5 saisons 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 5 saisons. Donc, ouais, encore plus, tu vois. Donc c'est assez rageant de voir qu'il est capable de faire ça et de voir que dès qu'il est derrière quelqu'un, il a un gros problème de gestion de sa Mercedes. Et que quand il part derrière, il a beaucoup plus de mal à remonter que n'importe qui. Quand il est derrière Lewis Hamilton, il a beaucoup plus de mal à s'en approcher. Et que dès qu'il est un peu devant Lewis Hamilton, James Wolfe lui dit t'es gentil mais c'est pas toi qu'on veut mettre en avant. Donc au final on a un peu de regret quand on voit qu'il peut faire ça mais qu'il ne sait pas l'aligner sur l'intégralité d'un championnat. Mine de rien, Valtteri Bottas, sa saison, elle pas mal, hein. pas si mauvaise que ça. Sûr. Il y a Monaco si tu mais... prends, oui c'est ça en fait, parce que si tu prends les 9 dernières courses, il y a l'abandon en Hongrie, 12e en Belgique mais il n'y a pas de course. Ouais, complètement. Sinon c'est que des podiums à part la Russie où il finit 5e. Mine de rien, il prend les points qu'on lui demande. Alors après, il n'y a pas ce panache, il n'y a pas ce brio, je l'entends. Mais je le répète depuis 2-3 ans, il fait le travail qu'on lui demande.
Oui, mais surtout, là, le travail, on va le voir comparé à avant. Parce qu'avant, en fait, on voyait juste un mec qui se prenait 150 points dans la tête. Là, maintenant, Là, il y a on une va lutte voir que, avec un autre. on va voir que peut-être Max Verstappen sera champion et Mercedes aura 40 points d'avance au constructeur. C'est ça le vrai truc qu'on voit aujourd'hui. C'est que Mercedes est large, tranquille au constructeur pour le moment, mis à part un double abandon, je veux dire. Et que Hamilton est dans la lutte complète pour son titre pilote. Et que c'est lui, là, qui est en train de ramener le titre à Brackley, quoi. Exactement. Valtteri Bottas, on l'a dit, qui partira du côté de chez Alfa Romeo la saison prochaine. Un petit mot quand même sur Pérez. Les amis, Pérez, c'est un pilote que tu apprécies, dont tu apprécies la conduite, dont tu apprécies le personnage, toi, Théo? Honnêtement, l'année dernière, je le trouvais vraiment bon. Peut-être que c'était aussi grâce à la voiture, je ne sais Ouais, pas bien exactement. Mais bon, il a fait une très belle carrière. Mais cette année, il a eu du mal quand même. On l'attendait, moi je l'attendais après Bakou, tout le temps sur le podium, quoi, ou tout le temps dans le top 5. Et il a un peu déçu, je pense. Mais s'il fait des performances comme il a fait en Turquie, il va aider. Ça, c'est sûr qu'il va aider Verstappen à gagner le titre. À quel point c'est compliqué de conduire une voiture qui n'est pas forcément dans ta philosophie de pilotage. Bah, ça, c'est sûr que c'est dur. En plus, une F1 c'est à la limite, c'est un avion de chasse, quoi. Je veux dire, c'est vrai, c'est comme les pilotes d'avion de chasse. Tu dois être vraiment super précis. Et, en fait, le style de pilotage, c'est dur de l'adapter. Dans les catégories inférieures, tout le monde a la même voiture. Voilà, tu changes ton style de pilotage, tu t'adaptes un peu. En F1, c'est très très dur. Donc, ça dépend. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le problème, mais ouais, ça doit être dur. Pérez, il souffre quand même d'un symptôme qui a été celui de Bottas à un moment donné dans la saison. C'est celui de je me qualifie ou j'ai un problème qui fait que je ne suis pas dans les 4 ou 5 premiers. Et à partir de là, le niveau s'est tellement resserré cette saison que dépasser devient un enfer. Et il suffit que un Lando Norris performe en qualification, un Charles Leclerc, un Carlos Sainz, et on a un Pérez ou un Bottas 6 ou 7, et c'est ultra dur, au vu des performances cette saison, de remonter. Donc au final, on a des seconds pilotes qui se battent comme ils peuvent, mais qui sont rarement tous les deux 3 et 4 finalement. Là, en l'occurrence, les deux sont vraiment arrivés haut. La dernière fois qu'on a vu ça, je pense que c'était au Castellet. Au Castellet, c'est exactement ce à quoi je suis en train de penser. Et du coup, on a vu que Pérez ait autant aidé son écurie, son coéquipier d'ailleurs. Et on avait vu à ce moment-là, quand il s'est dégagé de ces Tu voitures-là. avais Mercedes Red Bull, les deux pilotes. Complètement. Mercedes et deux pilotes Red Bull. Et derrière, tu avais le reste. Mais il faut que Effectivement, dans les 5 premiers tours, les 4 voitures de tête soient détachées des autres. Sinon, ils ont vraiment un gros problème de dépassement à cause de ce resserrement de stratégie. C'est très bien pour nous, mais par contre, pour construire une stratégie constructeur, en fait, ils arrivent à le faire un Grand Prix sur 7. Quoi. Et je trouve que ça permet aussi de mettre en lumière davantage le travail de Valtteri Bottas cette saison. Parce que, Oui, effectivement, c'est lorsque Bottas arrive en 2017, en 2018, Mercedes écrasait la concurrence. Il faisait deuxième, c'était normal. Je ne veux pas dire que c'est pas normal aujourd'hui de terminer dans le top 4, mais c'est beaucoup plus compliqué, comme tu le dis très bien, après une qualification manquée, après un quelconque problème, ou après une stratégie manquée en course. Quand tu te retrouves dans le trafic avec un Lando Norris devant toi ou avec un Charles Leclerc, effectivement, c'est plus compliqué de remonter. Est-ce que tu penses qu'on était trop dur, Théo, avec Valtteri Bottas? Pour te donner un petit exemple, on a fait un sondage sur les pistonnés il y a quelques mois. On ne connaissait pas l'avenir de Valtteri Bottas. On avait posé la question, est-ce que vous souhaitez que Valtteri Bottas reste chez Mercedes, aille chez Alpha ou Williams ou quitte la Formule 1? Une extrême majorité voulait que Valtteri Bottas quitte la Formule 1. Est-ce que tu penses qu'on a du mal à comprendre ce garçon-là? Ouais, je pense clairement. Je pense que les gens pensent que voilà, la F1, c'est peut-être simple. Lui, il a été comparé face à Hamilton quand même, cette fois champion du monde. C'est dingue, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Tu préviens quand tu dis ça, parce que lui, Mais écoute, mais bon, fais un disclaimer, ce que je regarde là. voilà, pour moi, c'est un très bon pilote. Et il a été dans son rôle chez Mercedes, c'était d'aider Hamilton et d'aider le team à gagner des titres. Et bon, c'est sûr qu'il lui en manque peut-être un peu pour être champion du monde, mais en tout cas, il a fait du très bon job. Exactement. Et pour le moment, il tient la baraque du côté de chez Mercedes, en tout cas au constructeur. On verra ça dans quand c'était au quelques Pourchère instants. qui le dit, tu dis rien là. Non, moi j'ai déjà répondu à ça. Quand tu dis ça, tu ne peux pas répondre que tu veux être champion du monde et que ton objectif c'est de battre Lewis. À ce moment-là, si c'est ton rôle et que tu le veux, tu dis je suis là pour l'équipe et je suis là pour faire briller Mercedes. Mais tu n'arrives pas toutes les saisons en disant fuck you guys, to all my concern, machin et tout. Tu n'arrives pas avec ces espèces de balls que tu perds au 3e Grand Prix. C'est tout. J'adore relancer des éternels débats comme ça me régale. Merci Théo d'avoir remis un petit peu de piment bien sûr dans cette émission. Un mot sur le 3e enseignement et un énorme mot surtout sur Ferrari et ses belles promesses bien sûr d'automne. Ferrari va beaucoup mieux et ce grâce à des évolutions, on va le dire, prometteuses pour 2022. Leclerc et Sainz qui disposent
enfin du nouveau moteur 2021. On le rappelle, Leclerc depuis Monza et Sainz depuis ce week-end, je crois. Non, c'était Sochi pour Leclerc et C'est Sainz depuis bien sûr ce week-end du côté de la Turquie. Le nouveau moteur qui est attendu depuis la saison dernière et le nouveau moteur, en fait, pour tout vous expliquer, qui en fait, on a commencé la saison du côté de chez Ferrari avec des anciennes pièces de 2020 et des nouvelles pièces de 2021 et là ils ont enfin toutes les pièces de 2021, ce qui en fait est conséquent à une toute nouvelle unité de puissance qui officiellement offrirait 15 chevaux supplémentaires, mais je dis bien officiellement parce qu'avec Ferrari bien sûr il faut se méfier. Théo va nous en dire quelque chose parce qu'il a essayé une Sauber avec le moteur 2019 et on a hâte qu'il nous dise si ce moteur justement roulait vite ou pas. On a vu que Leclerc était dans le rythme de Verstappen en course et ça c'est quand même pas quelque chose d'anodin, c'est peut-être circonstanciel à la Turquie, vous me le direz. La remontada de Sainz, tambour battant et sans DRS, là encore une fois ce n'est pas anodin. Et puis j'aimerais un petit mot aussi sur la belle harmonie Leclerc-Sainz parce que Sainz est quand même devant au championnat du monde des conducteurs. Un demi-point. Pour un demi-point, mais c'est une énorme surprise quand même. Ah oui, non, mais oui. Est-ce que ça apporte pas la meilleure des émulations pour Leclerc qui ne peut pas viser le titre de champion et se voit comme ça titillé, poussé en interne par son coéquipier? Et puis il y a quand même encore des choses à revoir sur la stratégie. On l'a vu notamment sur le call très tardif de Ferrari sur Leclerc où on a dit que son ingénieur s'était un petit peu endormi. Alors, je vais commencer tout de suite par ça. Vas-y. Moi, je trouve que Ferrari a bien fait. Mhm. Tu tentes. T'essayes. T'as rien à perdre. Ils sont Au dans final, cette t'es deuxième, posture-là, ils ont troisième. besoin de tenter. de toute Si façon. ça passe, Ferrari, Charles Leclerc, l'ingénieur. Ferrari, génie. T'as rien à perdre, tu joues pas le championnat. Effectivement, Lewis Hamilton, tout à l'heure, tu disais il faut prendre des risques. Peut-être que Lewis Hamilton, dans sa position de volonté d'aller chercher un titre, il peut pas se permettre ce genre de risque. Mais Leclerc, il a rien à perdre. Alors attends, il a rien à perdre. Tu tentes. Je suis Là, tu d'accord perds avec le toi. podium, mais c'est pas grave. Je me suis dit la même chose pendant la course que Je préfère, toi. excuse-moi, juste, Oui, vas-y, je préfère que Ferrari tente ça Mhm. en Turquie en T'as 2021 Quand avec Charles 2022 ou Leclerc 2023 quand il joue plutôt le titre. qu'à Abu Dhabi D'accord. avec Fernando Alonso en 2010 où tu restes derrière Petrov. Alors tu là-dessus, joues je suis sur Weber. entièrement d'accord avec toi, bien Tu évidemment. l'as encore mauvaise, non? Mais sans rire, hier, je me faisais la même réflexion que toi devant ma télé. Et quand j'ai vu Charles Leclerc arriver en zone mixte, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il fait un peu la tronche. Et il a dit, d'ailleurs, dans sa réaction, j'ai quand même besoin de faire un point avec l'équipe parce que pendant 6 ou 7 tours, j'étais plus rapide que ceux qui avaient chaussé un nouveau train d'intermédiaire. Et à un moment donné, c'était le flou artistique dans ma radio, c'est-à-dire que j'avais plus du tout de consignes. Et j'ai l'impression que mon muret s'était un petit peu endormi. Ça a été la version de Charles Leclerc. C'est-à-dire que pendant les 6 ou 7 tours, peut-être que quand on a trop attendu, quand on a vu que les performances dégringolaient du Ça a côté de chez Leclerc. ça a pataugé un petit peu dans le sens où la radio de Leclerc est très symptomatique. Il dit où est-ce qu'on peut penser terminer. À savoir, lui, il se dit, je peux viser quoi, genre podium ou quoi. Lui, à ce moment-là, il sait quand même Mais que ça commence à La partir en radio, live. elle est folle. Et lui, il lui répond, si tu restes premier, premier. Oui. En fait, il n'estime pas Ça, c'est qu'on est encore en train de faire des calculs sur le muret. ça. Non, mais c'est un truc de fou. Le Please mec, il a wait. Bottas avec des pneus neufs juste derrière lui sur une Il a répondu Mercedes. une furie. Et en fait, le Ferrari est devenu une équipe de coups pour le moment. C'est normal quand tu n'as pas le châssis pour aller chercher la victoire à la régulière tout le temps. Mais en attendant, ce qui tente à Silverstone, c'est censé. Ils passent pas très loin de la victoire, Silverstone. Mine de rien, Hamilton va gagner, mais voilà. Ce qui tente là, c'est censé. Ça paye pas encore, mais en soi, tu vois, Ferrari à la première place du classement, on l'a vu 3-4 fois cette saison quand même. On a vu 2 pole positions de Ferrari cette saison. Donc, c'est pas insensé ce qu'ils font. La voiture est en train de renaître de manière un peu plus saine. Le duo est un peu plus sain. Carlos sain, pour le coup. Mais en l'occurrence... Pas bravo. pas celui-là. je suis très fier de moi. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, je trouve que Ferrari va dans le bon sens dans tout ce qu'ils font. Et ça paye pas encore. Mais on a vu que McLaren, ça a mis 2 ans à payer. Donc, Oui, il faut pas s'attendre. sincèrement, c'est juste la bonne voie pour arriver à leur fin. Théo, est-ce que tu es impressionné par Sainz? Parce que c'est quand même un peu la surprise cette saison. Nous, il y a pour pas se le cacher, il y a 1 an et demi, on n'était pas forcément hypé par l'arrivée de Sainz chez Ferrari. Et là, quand on voit les résultats, quand on voit l'attitude en course, etc., on se dit quand même que c'est assez incroyable. Ouais, non, clairement, moi, je le trouve sous-coté. Je le trouve sous-coté. Ouais. Et en tout cas, il a bien progressé, ça c'est sûr. Il n'était pas à ce niveau il y a quelques années. Et il progresse. Et je pense qu'il aide Charles Leclerc, il aide Ferrari. Et c'est une très bonne chose. Mais ce pilote, pour moi, il est sous-coté. Est-ce qu'il est sous-coté ou est-ce qu'on a une vision, puisque au final, tout au long de sa carrière, il a touché Renault, il a touché Ouais. Toro Rosso, enfin Bien sûr. McLaren, ça s'est pas toujours très bien passé.
Est-ce qu'il a découvert, ou c'est aussi la force de l'apprentissage avec toutes ces écuries, toutes ces cultures différentes, toutes ces manières de fonctionner différentes qui aujourd'hui vont lui permettre d'être un pilote peut-être un peu plus accompli? Ou est-ce qu'il est vraiment sous-coté? J'arrive pas encore à déterminer le curseur, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, après, il a quelques années déjà en F1. C'est vrai qu'il a été dans plein d'écuries. Donc, et quand il était chez Toro Rosso, ça marchait pas très bien. Chez Renault, c'était pas les meilleures années. Donc, chez McLaren, ça a commencé à marcher. Et là, chez Ferrari, il y a quand même un beau projet. Donc, moi, je pense c'est un très bon pilote. Ce qui est fou, c'est qu'il arrive à titiller comme ça Charles Leclerc, qui est quand même chez Ferrari. Il est chez lui, il a un contrat longue durée, il sort de la Ferrari Driver Academy. Enfin, c'est l'enfant de Maranello, Charles Leclerc. Est-ce qu'il souffrirait pas du syndrome Hülkenberg? À savoir d'un mec qui a jamais eu la voiture pour faire des choses flagrantes, qui est pas un mec de coup d'éclat, qui est un mec de régularité, et qui au final, passé un nombre certain d'années, on se dit oh, c'est un pilote moyen. Alors qu'en fait, on n'a juste pas pu voir quoi que ce soit à cause d'une voiture et à cause du fait que c'est un mec qui met des points et qui fait pas des dingueries en piste. On n'a pas besoin d'avoir 20 Max Verstappen sur la piste. On n'a pas besoin d'avoir 20 mecs qui te font des dépassements à l'extérieur. Lui, en l'occurrence, il fait tellement de bien à Ferrari, comme il a fait tellement de bien à McLaren, que sincèrement, je pensais la même chose quand il a signé. Je me suis dit Ferrari, petit bras. Ferrari, qu'est-ce qu'ils nous font? Ferrari met un deuxième pilote à Leclerc pour que Leclerc soit le roi. On veut Ricardo. Ah, moi je voulais. Au final, on se fait tous bien fermer nos bouches quand même par Carlos Sainz. La régularité de Sainz cette saison, elle est impressionnante. Sur toutes les courses, déjà aucun abandon. Il fait 2 11e places. Pire résultat, sinon il termine toujours dans les points. Et 2 podiums, non? Carlos Sainz, il fait 1, 2, 3 podiums. 3 podiums. Et puis un dernier mot, puisqu'on parle de Ferrari, sur cette nouvelle unité de puissance, on l'a dit, ce nouveau moteur qui était attendu depuis très très longtemps et surtout depuis, on rappelle, l'accord entre la FIA et Ferrari au début de la saison 2020 sur cette histoire de débitmètre. Théo, toi qui es quand même assez proche de Alpha, tu es monté dans la C38, je crois, qui était la voiture de 2019, donc qui était équipée de ce fameux moteur. Est-ce que tu as eu des échos de la difficulté, on va dire, pour Alfa Romeo de travailler justement sur la seconde version, celle qui est arrivée après 2020? Ouais, ben clairement, je pense que ce qui s'est passé en 2018-2019, c'était quelque chose quand même de très moyen pour l'image de Ferrari. Voilà, ils ont dépassé les limites. Et pour Ferrari, c'est pas très grave en soi. Eux, ils ont un budget illimité. C'est Ferrari. Pour des écuries comme Haas ou comme Alfa Romeo, eh ben, ils ont 2 ans, 3 ans à récupérer, même si potentiellement Alfa Romeo sont peut-être aidés financièrement par Ferrari, mais ils n'ont pas tout gratuit. Donc oui, c'est pas très bien ce qu'on fait Ferrari. Ça, c'est sûr. Exactement, et les difficultés, tu l'as très bien rappelé, pour les équipes satellites. Une équipe n'a pas d'équipe satellite, justement, c'est Alpine, et c'est notre 4e enseignement. Que retenir du week-end d'Alpine avec un Fernando Alonso foudroyé dès le premier tour? Je dis Fernando Alonso, mais je pense que Hamza Rahmani et Emmanuel Moine étaient tout autant foudroyés dans leur canapé, bien sûr, après ce premier virage. P5 sur la grille, meilleur résultat quand même depuis Japon 2014. On souffre quand on aime Fernando Alonso. Des conditions pour lui, un bon rythme aussi également en essai. On se disait que tout allait dérouler. Théo était de cet avis d'ailleurs samedi sur le plateau de pole position. Et puis il y a cet incident de course, c'est comme ça qu'il l'a qualifié avec Pierre Gasly. 3 de front avec Sergio Pérez, bien sûr, au premier virage. Il a eu aussi des mots et des excuses après son coup de sang sur Schumacher Junior. Et puis une course qu'il a terminée en fond de classement, où on ne l'a jamais vu en tout cas réapparaître. Et puis ce coup de poker d'Esteban Ocon, premier pilote depuis Mika Salo, c'était à Monaco 97, à ne pas s'arrêter, je dis, dans une course où il n'y a pas eu de drapeau rouge, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. Des gommes détruites, des énormes risques, 15 secondes perdues sur Giovinazzi en 3 tours, et puis finalement sauvé par Bottas qui lui a pris un tour et lui a permis de terminer avec un tour de moins, on va dire, à couvrir. Messieurs, vous voulez commencer sur qui? Fernando Alonso? Tiens, Théo, je te pose la question. On commence sur Fernando Alonso ou Ocon? Eh ben, allez, Alonso. Alonso, qu'est-ce que tu as pensé de cet incident du premier virage? Est-ce que c'est un incident de course, comme l'a dit Alonso, ou est-ce que tu aurais mis plus les torses sur Pierre Gasly? Alors, au tout début, pour moi, je me suis dit que c'est clairement la faute de Pierre. Et puis ensuite, quand on regarde les replays, voilà, c'est très serré, très glissant. C'est un virage en dévers. Et puis, il a quand même, je crois que c'est Pérez à l'intérieur. Ouais, exactement. Donc, quand vous êtes la voiture au milieu, c'est très délicat. Tu dois faire gaffe à la voiture à l'intérieur, à l'extérieur. Et bon, à la fin, tu dois quand même prendre ton virage, toucher personne. Donc, c'est pas simple. Je pense que les 5 secondes sont méritées parce qu'au final, c'est lui qui sort Alonso. Mais ça reste quand même plus un incident de course. Fernando Alonso qui a été fair play, hein, qui allait voir, qui s'est excusé auprès de Schumacher et surtout qui a dit... heureux. Non mais oui, ça il pouvait, il avait le droit, il était même obligé. Il a repris un mec, il a insulté un autre. Non, mais quand je dis fair play, c'est plus que il a dit voilà, c'est un fait de course et la pénalité contre Gasly est dure. C'est ce qu'il a dit à l'arrivée de cette course. Une fois que le taureau des Asturies s'est calmé, effectivement.
toute façon, c'est un incident de départ et c'est lui la victime Dans ces cas-là- collatérale aujourd'hui. Dans ces cas-là, pourquoi tu mets les 5 secondes? Ah, tu sais, moi, je les ai trouvés durs aussi. Hein. En fait, soit quand- tu juges la Non, mais t'es à conséquence. 3 de front, Ouais, Hamza. Parce que là, en l'occurrence, il y a une lutte en plus au championnat Alpha Tauri Alpine. Si tu juges la conséquence, en l'occurrence Alonso en fond de grille, Gasly, tu lui mets un drive-through ou je sais pas quoi. Mais si c'est un incident de course, tu mets pas de pénalité. Ça arrive, c'est un accrochage du premier Je virage. trouve qu'elle est dure aussi. Hein. Enfin, sincèrement, je trouve qu'elle est dure dans le sens où t'es en sandwich, t'es à 3 de front, t'es passager. Tu dépends du mec à l'intérieur et tu dépends du mec à l'extérieur. Si le mec à l'intérieur tourne pas, tu vas pas tourner. Hein. Tu vas pas volontairement te foutre là pour préserver la course du sacro-saint Fernando Alonso. T'es au milieu des trois. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler. Non mais je suis surtout très ironique. Mais là, en l'occurrence, Alonso, il souffre de cette bataille à 3. Après, les pilotes, ils le savent quand même, quand tu arrives à 3 de front, c'est quand même mauvais signe. Je te dis pas qu'ils ont été tous les 3 stupides. Non, bien sûr. C'est Pérez qui les oblige. Je pense que tu me diras ce que t'en penses, Théo, mais moi j'ai l'impression que Gasly est concentré sur Alonso, Alonso est concentré sur Gasly, et quand Pérez prend l'intérieur, bah, c'est là que le crash est inévitable, quoi. Bah, c'est ça, mais tout part aussi de quelque chose. Gasly freine quand même relativement tôt. Je dis pas que tu dois te forcer à freiner tard pour éviter l'accrochage avec Alonso, mais il était un peu en dessous de la limite. Il avait les voitures devant lui et tout. Tu vois le frein d'Alonso, il fait clairement un mauvais départ et il fait un frein de fou. Donc voilà, après ça c'est des petits détails. Est-ce qu'il n'a pas surcompensé Alonso aussi? Est-ce qu'il n'a pas justement compensé un petit peu un départ moyen pour aller chercher l'extérieur? Un extérieur qu'on a vu on ne peut plus glissant l'année dernière avec les 7 têtes à queue de Valtteri Bottas. Ouais, bon, l'année dernière, depuis, il y a eu un. Non mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te places à Il y avait Ocon l'extérieur. aussi, hein, en tête à queue. Oui. Quand tu te places à l'extérieur sur un virage sous la pluie en Turquie, va pas non plus t'étonner que ça puisse arriver. C'est ça que je veux dire. En tout cas, c'est frustrant. Comme Après, tu ça dis, c'est la passe, meilleure qualif depuis quasiment une décennie. Enfin, j'exagère, mais il fait P5, j'ai envie de le voir. Franchement, moi, je me disais peut-être aller chercher un podium. Et J'avais Théo, vu ça quand- j'avais vu- Théo, il a dit je mets 50 balles sur Alonso vainqueur. J'ai ouais, dit mais- ça et j'ai dit Bottas crevaison quand même. Hein. Là, j'étais visionnaire. T'as eu du nez, mon Théo. Voilà. T'as eu du nez. Mais, non, mais franchement, c'est rageant, quoi. C'est rageant. Quand tu pars 14e, bon, c'est pas grave. Là, tu pars 5e. La course, elle est ruinée. Effectivement, il y avait un bon week-end où il y avait un rythme intéressant en essai. Et malheureusement pour lui, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner au premier Il y virage. en a un qui a dit all the time you have to leave the space. Gasly n'avait pas le space. Donc, Il n'a peut-être pas eu la conversation radio ou ne pas vu le replay, bien sûr, de Il va nous faire une hein. imitation. sim radio mythique. Les gars, un petit mot quand même sur Ocon. On a commencé par une affaire de pneus. On va terminer ce débrief d'émission, enfin de course surtout, par une histoire de pneus. Ocon, ce qu'il nous a fait, c'est incroyable. Je sais pas si je sais qu'on a l'image des pneus de Esteban Ocon à l'arrivée de cette course. C'est de la folie, Théo. On peut pas conduire avec des pneus comme ça. Là, il restait quoi, 500 mètres à faire avant que ça éclate sur l'avant droit? Ouais, là c'est très dangereux. Là c'est très très dangereux. Après, juste pour revenir sur Hamilton, pour moi c'est dur de comparer le cas Ocon et Hamilton parce que déjà il y en a un qui a une Alpine, l'autre une Mercedes. Clairement. Et il y en a un qui a fait plus de, je sais pas moi, 250, 300 GP en F1 et Esteban, bien sûr, il a de l'expérience, mais Mais moins. il découvre, il apprend toujours. Donc ouais, après bon, là c'était limite. Hein. Clairement, c'est très très limite. bah là, c'est la corde de chez corde, quoi. C'est hein. l'image du week-end, là, franchement. Non, mais c'est limite, mais il a tenté. Et ça a Ouais. payé. Et ça a payé, ça a payé. Voilà, avec donc, avec tant de la mieux. réussite, Ça mais ça, c'est souvent comme ça, Après, avec l'audace. mais quoi. Encore une fois, Quand après, quelque Esteban chose. Ocon, il avait rien à perdre. Il partait, je crois, 13 ou 14e. Enfin, un point, 2 points. T'avais pas grand-chose à perdre. Hamilton, on va pas revenir sur le truc, mais bon, ok. Mais il a tenté et ça a payé. Et rien que pour ça, je suis content. Et Pirelli a dit, alors on voit un 57 tours réalisé par Esteban Ocon, on rappelle depuis 97 et Mika Salo, on n'avait pas vu ça, un pilote qui ne s'arrête pas dans une course. Pirelli avait dit, attention, on ne peut pas ne pas s'arrêter dans D'ailleurs, sur cette course. Je me suis posé une question. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. C'est question règlement. On sait que sur le sec, tu es obligé de changer de pneus, du coup, tendre, médium dur, ce que tu veux. Si tu fais un tour de moins que le pilote qui gagne la course, en l'occurrence là Esteban Ocon, il fait un tour de moins que Valtteri Oui, Bottas. oui, Est-ce oui. que tu es obligé de changer de pneus? Ah oui. Quand tu passes au drapeau d'amis, tu dois avoir changé des pneus. En tous les cas. Enfin, Même si tu fais un tour de- Enfin, moi, c'est ce que. Ah ok, ouais non je savais pas. Ah oui, pour c'est être sûr et certain. En fait, T'es- si tu veux, c'est-à-dire- Théo, il est jamais en fond de grille, donc il faut pas te dire, il est jamais pris de tour. Déjà, depuis que toi- honnête. Non mais c'est vrai. Bah, Ah, mais après, quand tu prends le drapeau, tu dois avoir changé tes pneus, peu importe Ok, où tu ok. le prends en fait. mais c'est-à-dire. Alors, en fait, c'est à 58 tours Ouais. et que toi, tu finis un tour derrière.
Là, Ocon en a fait 57. Ouais, bien sûr. En Il a pris un gros, Hamza te dit, est-ce que si il voulait s'arrêter entre guillemets au 57e tour Bien sûr. et que lui il prend le drapeau damier et qu'il n'a pas fini entre guillemets sa course 58 tours, est-ce que c'est valable ou pas? Et moi, Tu vois, par exemple, moi, au je te dernier dis non. tour, un peu comme Schumacher quand tu prends sa pénalité à Silverstone, au exact, dernier tour, ok. tu rentres au stand, sauf que là, il y a le drapeau Bah, à damier. Ça, c'était. C'est Schumacher, c'est Ah, bah, Renault, c'est Jordan, c'est Ferrari, c'est ce qu'on veut. C'est l'époque où Et- on peut glisser un bifton sous la table, tu vois. Oh non, Ah, là, là, non, là, non, là, non, là, là, non, là, Petit gars non, bien non. mangé. C'est pas beau, ça. Non, non, c'est pas ce qu'on veut entendre dans une émission sérieuse, monsieur Brice Germain. Ouais, c'est quand même la vérité. Allez les amis, on regarde tout de suite le classement bien sûr, bien des pilotes, du championnat pilote et championnat constructeur. On l'a dit, 6 points d'avance pour eh bien, Max Verstappen sur Lewis Hamilton. Verstappen reprend la tête, oui. Et là, quand même, on se dirige sur un scénario Oui. où on pourrait avoir une dernière course décisive où le vainqueur est champion. Exactement. Parce que là, ça, Enfin, ça joue à chaque exactement. fois Hamilton, Verstappen, Verstappen, Hamilton. Là, il reste 6 courses, il y a 6 points d'écart. S'il y a moins de 6 alors 7, si c'est moins de 7 points, il faudrait voir le nombre de victoires. Mais s'il y a moins de 6 points à Complètement. la dernière course, le vainqueur est champion du monde. Le- C'est incroyable. Et Exactement. rajoute Monaco à Bottas. Rajoute, Ah bah oui, ça Monaco, change. rajoute Monaco à Bottas, Ça c'est change, pas la même. hein. oui, ça change certaines choses. En effet, il serait en tout cas à plus de 200 points. Et on rappelle que, on va dire, l'écart après 15 courses est le deuxième le plus infime depuis, je crois, 1994, où il n'y avait qu'un point entre Demonil et Michael Sur Omar, Schumacher. ouais. C'est quand même assez dingue. Regardez. Faudrait, ouais. Le changement de leader tout au long de cette saison. Bahreïn, ça avait commencé bien sûr avec Hamilton. Monaco, Verstappen avait repris la tête. Hongrie, Hamilton avait repris la tête. Et là, c'est l'accélération des cycles d'histoire C'est avec que- les Pays-Bas, Verstappen, Russie, Hamilton et puis la Turquie avec Il Verstappen. faudrait remonter un peu sur l'histoire de la F1. Peut-être que c'est très récent, mais il faudrait trouver la dernière fois que la course est jouée sur le dernier Grand Prix où le vainqueur était assuré de remporter le championnat, Le championnat, oui. sur un dernier Grand Prix s'il 2015. le gagnait. Ouais, faudrait qu'on fasse. Non, Ouais. pas 2015, 2014. 2014, ouais. 2014 Abu Dhabi. Le vainqueur était assuré de. Je crois que Oui, l'écart bah était oui. un petit peu plus grand, non? Ah, peut-être pas. C'est-à-dire Ouais, que ouais, ça je se crois que trouve, à l'écart était un petit peu Rosberg. plus grand. Je crois que je me demande s'il ne faut pas remonter peut-être à Franchement, 2000. après, il reste sept franchement, courses, faudra- On va Oui, faire oui, les- non, on va mais faire les on calculs, est loin. les amis. On est loin. Oui, on verra tout ça. Juste un petit extrait, parce que vous le savez, je vous l'ai dit, nouveau programme désormais. On se retrouve 3 fois par semaine, après et avant chaque week-end de Grand Prix. C'est absolument extraordinaire. Le samedi, on sera sur Pole Position, sur Winamax TV, qui est notre nouveau partenaire et ami, bien sûr, dans cette très belle aventure des pistonnés. On aura rendez-vous les lundis pour les débriefs de course et les mercredis pour le côté magazine, les interviews, les débats, tout ce que vous aimez, les quiz, etc. Juste un petit extrait, c'était samedi, un débat qui nous a passionnés avec Théo, avec Brice sur le plateau de Pole Position avec Kinchu. Et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, Hamza. C'est sur la pole position donnée à Valtteri Bottas. On regarde ce petit extrait, on réagit juste après. C'est vrai que pour moi, c'est Lewis Hamilton qui est en pole et qui est Alors, rétrogradé. non, pole position, ça veut dire première place sur Non, la mais grille je de sais. départ. Non, mais Alors, c'est pas le meilleur temps. Non, mais tu sais celui-là, Qui a gagné la pole. Il a gagné la pas pole. d'accord Il est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. hein. Alors, vas-y, alors, Il a gagné la pole. Lewis Moi, a il a gagné- fait la pole. Ah voilà, mais voilà. Hamilton a fait la on pole. est bien d'accord que pole position, ça veut dire être le premier sur la grille de départ. Non, pour moi, c'est faire le meilleur temps en qualif. Mais c'est là où la définition est différente, tu vois. En fait, Donnez-nous votre avis dans le chat. exact. Également. Voilà. Qu'est-ce qu'il y connaît, il est en F2. C'est qui, lui Les gros salauds. Non, mais ouais. Parce que. bon, Je suis ton du coup- avis, Théo. Non, mais oui, pour moi, il se fait rétrograder. Bon, c'est pas comme s'il avait bloqué quelqu'un sur la piste. Triché pendant la qualif. Voilà, exactement. C'est une pénalité un peu technique. Voilà, juste pour. C'est même pas tricher sur la voiture, en fait. C'est juste changer les pièces moteurs. C'est une règle d'ailleurs un peu bizarre quand même en F1, mais bon. Je suis d'accord. Voilà. Après, pour moi, c'est lui qui a fait la pole. Même si, oui, c'est sûr que demain, Bottas partira en pole position. Donc, Attends, Ah, bon. ce qu'a dit Julien Febro, c'est que la pole position statistiquement va être attribuée à Valtteri Bottas. Oui, Et là, ça, ça, c'est me pose pas un normal. problème. Alors, l'avis du juge, le grand pape de la Formule 1, je vous le dis, Non, il s'appelle mais Hamza attention à Ramani. toi, Où est-ce que tu te positionnes dans ce débat-là Moi, je me Hamza positionne. Pour moi, alors malheureusement, c'est pas le cas, mais celui qui signe le meilleur tour, pour moi, on doit lui attribuer la pole. Ah oui. Après, il y a un argument de Théo que j'ai pas forcément, je suis pas forcément en accord avec toi. Quand tu dis, en l'occurrence sur Lewis Hamilton, le changement de moteur, bah, le changement de moteur, lui, mine de rien, ça lui offre peut-être une performance supplémentaire. S'il n'y a pas de changement de moteur, peut-être qu'Hamilton ne signe pas la pole. Donc après, c'est particulier, mais moi effectivement, je me range de l'avis du pilote. Celui qui signe le meilleur temps en qualif, il prend la pole. Après, effectivement, c'est pas. Moi, je me souviens de la pole de Schumacher à Monaco avec Mercedes. Hmm. Voilà. Après, effectivement, il faudrait peut-être trouver un nouveau système pour les pénalités. Est-ce que tu prives pas, je sais pas, tu divises le nombre de points par 2, je sais pas, mais effectivement, c'est sanctionner un pilote parce qu'il change de moteur, sachant que Lewis Hamilton en l'occurrence peut remonter, je sais pas. Franchement, j'ai du mal.
Voilà, désolé Brice, je t'aurais bien donné la réponse, le droit de pouvoir répondre à Hamza Rahmani. Mais en tout cas, vous l'avez compris, rendez-vous les samedis après la qualification 19h sur Winamax TV avec Kinchou pour débriefer bien sûr l'ensemble de ces résultats. La suite de l'émission, le programme bien sûr à suivre dès mercredi après avoir vécu et consommé ce débrief bien sûr le lundi. Dès mercredi, on va rentrer dans une 100% F2. Théo Pourchère, son avenir, sa saison en F2, son essai aussi chez Alpha. On en parlera autour de cette très belle interview. Le débat F2, F1, l'ascenseur est-il en panne? Et puis ce magnifique quiz, il n'y a qu'un seul Z. Je me le dis à moi-même parce que c'est moi qui écris ces keynotes remplies de fautes d'orthographe. Ça sera pour une spéciale F2 et promis, on va faire un effort sur les fautes d'orthographe. Les amis, c'est tout de suite la deuxième partie des pistonnés.